Welcome back to the Gem Cutter's Craft. This is Justin K. Prim, and today I want to introduce you to a master cutter of France, Claude Robert. One of the things that I really appreciate about France is its cultural appreciation of craftsmanship. It doesn't matter what aspect we look at, whether we're talking about baked goods, wine, cheese, food, woodworking, architecture, art, jewelry, or in this case, and most importantly for this channel, gemstone cutting. So not only does France have some of the best gem cutters of the world, but they also have a very unique system of recognizing its master craftsmen. This is called the Meilleur Ouvrier de France. In English, the best worker of France. And this is a title and a sort of a competition set up by the French government. And every year or 2 years or however many years they do this competition, a craftsman in a certain field can enter the competition. So this is a competition that's judged by peers. So a cutter would submit stones to a board of 4 or 5 other master stone cutters, people who have already gotten this MOF designation. And from what we've been told by cutters who have done this already, this is like a year-long project. 100+ hours goes into the cutting of these stones. And if you go into some of the museums in the Jura, you can see some examples. In the Museum of Lapidary in Lamora, there's a few. And in the Museum of Pipes and Diamonds in Saint Claude, we can see a few more. And these are the actual stones that the cutters submitted to the MOF board to be able to see if they could win the designation of Meilleur Ouvrier de France. So last year when we were up in the Jura, we had the opportunity to see a fascinating demonstration by one of these master cutters, one of these best workers of France. And so I just brought my camera and set it up and let him do his demo while we talked to him and ask him questions about, how he cuts, how he polishes, what are the specific techniques that he used. So I want to share with you the uncut video of our interaction with him as he was publicly cutting and demoing with a bunch of other people around. It's a long video, which means we're not able to go through and manually translate and subtitle the entire video. So I'm hoping that YouTube's automatic translator will do us English readers a little bit of help. So if you come down here on the YouTube player, you'll see there's a little closed caption box. That's going to bring up the automatic subtitles. Now, if you click down here on the gear, you can change it so that it will automatically translate from French to English or whatever language you'll want to watch this in. And we'll just cross our fingers that the subtitle is pretty accurate. So without any more explanation, I want to introduce you to one of France's master cutters, the Meilleur Ouvrier de France, Claude Robert. Enjoy. Après, ça dépend aussi des gens, ceux qui sont plus rapides, parce que ça se fait avec ça, sur la meule, alors il ne faut pas trop se tromper, il faut que l'autre triangle... À l'oreille, parce que c'est pas... Vous comptez, vous faites comment pour appuyer pour que tout soit pareil après? Ah, ben ça c'est comme ça. On n'a rien pour mesurer, on n'a pas de pied. Pour la pierre en forme, on peut, avec un pied à coulisse, on mesure notre pierre comme on veut. Mais la grandeur des facettes, ça se fait à l'œil et au toucher sur la meule. Si on appuie un peu trop sur la meule, la facette est grande. Alors si par exemple sur un rond vous en avez 8, et puis 7 petites puis une grande, eh ben, vous retouchez les 7 autres. Et puis régulièrement. On ne peut pas recommencer. Ben oui, et puis vous passez du temps, vous mangez de la matière. Il faut que notre toucher sur la meule, mais on le sent. Ben nous, c'est une habitude, mais on le sent. Et c'est au bruit, puis la pression sur la meule. Ça, parce que on y verra mieux sur l'autre, par exemple. Je ne sais pas si j'en ai une là-bas qui est à moitié. Cette meule-là, elle est à sec, et là, elle est à humide, avec de l'eau. Voilà, parce que là-bas, c'est un moulin à tailler. Les deux sont en cuivre. Oui. En théorie, on peut avoir des autres
des autres meules. Celle-là, c'est incrusté de grains de diamant. C'est-à-dire qu'on saupoudre, on met de l'huile, on saupoudre avec un tamis, on met la grosseur comme du sable, hein. On saupoudre sur notre... Et puis on l'incruste avec un rouleau. On fait tourner tout doucement, ça fait comme levier, puis ça rentre... Dans le cuivre. Ça rentre dans le cuivre, hein, ça rentre comme dans du beurre. Hein, alors on fait comme un tapis, et puis et là ça sert à tailler. Que là par contre, là, c'est de la poudre. Alors là c'est plus près du sable, puis là c'est plus près de la farine. On fait un mélange là, la meule en cuivre, on fait avec une lame comme ça, on fait une hachure sur toute la meule, et ensuite on fait un mélange de poudre de diamant avec de l'huile, et puis on l'étend, ça fait une pâte qu'on étend dessus. Puis là je mets 2 sortes de poudre, cette poudre là pour dégrossir la facette, et puis celle-là pour la polir. Une fois qu'on est sorti de là, c'est vrai que tous nos gestes qu'on a fait ici, il faut les refaire là. Et là encore plus parce que les dentelles, tout ce que vous voyez là, les dentelles, si vous vous trompez, il y en a une que vous appuyez un peu trop, on va dire qu'elle mange celle-là, c'est-à-dire qu'elle touche un peu trop, vous êtes obligé de refaire les plats, vous les séparer, pour pouvoir les reposer pour qu'elles se pointent juste entre elles. Et pareil, les clôtures. Les clôtures sont des triangles à l'envers, mais comme là, elle est mal faite parce que la clôture, elle rentre dans la dentelle, alors elle se mange. Et quand c'est comme ça, si on veut que ça soit parfait, il faut refaire les plats, pour tout séparer, refaire les dentelles, parce que comme ça va les séparer pour qu'elles repointent, et ensuite vous refaites les clôtures, pour que ça se pointe bien. Il ne faut pas recommencer trop souvent, parce que c'est... Voilà, mais je vais montrer sur la taille, parce que c'est plus facile. Quelle grosseur de diamant vous utilisez pour polir? Les grosseurs? Ouais. Là, le plus fin, c'est 0,1. Ça fait 0,1 micron. Ok, 0,1. Voilà. Et puis ici, 4,8, 4,8, 4,6, quelque chose comme ça. On est lapidaire aussi et c'est ce que lui il utilise. Ah! En pierre. Ah non, en pierre. Comme ça? Ouais. Ah Enfin, bon? moi je travaille sur des machines suisses, lui il travaille sur des machines qui viennent du Sri Lanka, pas les machines françaises. Les machines suisses, les petites, là, Les Bunter, qui ont 2 meules où c'est vertical. Il y a la meule de taille et la meule de poli. Et c'est un chariot qui est sur un rail. Vous êtes près de l'un de l'autre. Ouais, les deux sont à côté. Les 2 meules se chevauchent légèrement. Et du coup, c'est vertical. Donc, du coup, je vois exactement ce que je Ah, elle tourne. Ouais. Ah oui, elle tourne comme ça. Oui, oui, mais j'ai vu ça déjà. Ah, Oui. ouais, ça, c'est les machines. C'est. Puis vous n'avez pas de souci entre les grains de. Non, il y a déjà un truc qui Les protège. Et puis après, moi, j'ai ma meule de taille, c'est aussi une meule incrustée. Ouais. Par contre, c'est pas moi, je sais Oui, pas ils font. comment faire. Ouais, ils font. Ouais, on les commande, elles sont toutes ça y est, une épaisseur de Voilà, diamant c'est ça. comme ça. Donc ça peut pas partir. Je pense pas en tout cas. Ben, elles vont bien, mais moi j'ai déjà essayé. Le problème, c'est quand elles sont très fines, elles usent pas, ça n'avance pas, elles sont vite émoussées, et puis alors après, il faut repasser toujours une pierre dessus pour arriver à les... et puis, les plus gros grains, je trouve que c'est grossier. J'en ai 2 moi que j'aime bien. Après, il y en a, ils en font Voilà. Moi j'en ai 2 que j'aime bien, et c'est vrai que j'en ai une autre qui c'est trop... Ça arrache... Ah ouais, alors après c'est au polissage, on rigole. Ouais, c'est ça. Au polissage, c'est pour ça que moi j'ai toujours travaillé comme ça. J'ai fait sur des meules. Le problème, il faut du tout fin. Parce qu'au polissage, après c'est galère, parce qu'on passe trop de temps.
C'est ça, c'est c'est sûr, que ouais. il faut. Mais c'est pas aussi. Hein. Ouais, non, et puis, parce que lui, il donnait des cours, il parle pas français, hein, mais il donnait des cours quand on vivait en Thaïlande. Et du coup, on achetait des toppers, c'est des petits, des meules toutes fines qui se rajoutent sur un meule plus épaisse. Ah oui. Et ça, c'est bien parce que c'est jetable et si on peut pas vraiment l'abîmer, mais c'est un peu agressif au début et puis après, ça s'use. Et c'est pas une première, quoi. Oui, après il y a. plein de choses. Hein. Oui, il y a un paquet de. Moi, j'ai eu l'habitude comme ça, j'aurais fait avec l'autre. Là, c'est vrai que moi, je choisis toujours c'est 300, 400, je crois, Ok, pour tailler. Moi, j'aime. C'est un peu plus long à la taille, ok. mais au polissage, c'est plus lisse. Alors, on galère moins là. Et vous devez en remettre tous les combien du diamant sur la meule de taille? Oh, à l'époque, hein, quand je travaillais, ouais, tous les mois. Tous les mois, ok. En gros, C'est ouais, pas quelque chose à peu près, oui, à peu près tous les mois. Ouais. Moi, j'aimais bien tout fin. Ok. C'est vrai que ça avance moins bien. Ça avance moins quand on forme les pierres. Parce que quand on fait les pierres, alors il y a des fois, on fait une petite bordure de plus gros pour pouvoir arrondir ou faire nos ronds, faire nos pores, nos trucs comme ça. Voilà, après, il y en a qui taillaient qu'avec du plus gros. Mais bon, Moi, j'ai 2 meules de taille, donc il y en a une où je fais les préformes à la main, et des fois, si j'ai des grosses pierres, je fais les. ah bah après, oui, si c'est de la Et grosse puis pierre. ensuite, je repasse au. Ah ouais, si c'est de la grosse. Parce que vous faites en grosse pierre. Non, mais ça arrive. Oui, ça Je arrive. fais plus grosse. Ouais. Surtout quand c'est du saphir ou même du saphir synthétique. C'est vrai que on est sur quelque chose. moi après je faisais plus, bon je prenais plus du gros parce que je faisais pas de grosses pierres. Enfin, ça, j'en ai eu fait mais pas beaucoup. Comme je travaillais pour Cartier, Van Cleef, c'est souvent des ajustages Ouais. sur des bracelets, sur Ouais, des mais trucs c'est- comme ça. c'est- C'est des pierres qu'on achetait taillées. On les achète taillées et on achète la couleur, Ouais. grosso modo, parce que tailler dans le brut, c'était pas possible. C'est faut ce les que je tailler. faisais en Suisse pour les montres. Oui, Et les Suisses, pour le coup, c'est pas de l'ajustage sur pièce, et on nous donne les plans. aussi. Et, Ouais. et du coup, c'était tout des pierres déjà taillées en ovale ou en baguette qu'on retaillait à la Voilà, la aussi, taille on avait exactement. certaines, pour les Suisses, on avait aussi, ils donnaient un plan de pierre, avec tel angle, telle dimension. C'est un peu pénible pour ça, parce que... Tous les lapidaires français m'ont dit qu'ils n'aimaient pas travailler pour les Suisses. Ouais, moi j'aimais bien parce que ça faisait du beau travail, Ouais. mais un peu chiant. Ah oui, c'est carré. Hein. Ah, c'est carré, hein. S'il y avait 4 angles dans une pierre, ben, il fallait que les 4 angles, puis il y avait 4 différents. Alors, il y a des fois, c'est marrant. Hein. Quand vous avez du 45 degrés, vous avez du 35 d'un côté, vous avez du 24 de l'autre, et puis et puis au centième millimètre, ça là, parce qu'on a Mais après, pour faire, par exemple, les angles précis, on est obligé d'adapter, Ouais. faire des petits outils pour pouvoir mesurer nos angles, parce que c'est C'est galère. vrai que là-dessus, il n'y a pas les angles, c'est des repères surtout. Oui, Sur non, le- mais là, sur les- ben là-dessus, non, on n'a pas des angles. Alors justement, moi, quand on s'est mis à faire ça, il faut... alors j'avais réussi à... J'avais un copain mécanicien. Et je savais dans ma tête ce que je voulais. Alors il avait réussi, puis lui, il connaissait le lapidaire, il savait. Alors il a réussi à me faire un outil que je puisse bouger mes pierres pour faire mes angles. Et ça marchait bien. Hein. C'était un peu archaïque, mais ça marchait bien. Ok. Et j'ai toujours fait avec ça. Mais alors c'est vrai qu'après, moi j'avais pas besoin de tailler gros parce que comme on achetait nos pierres,
déjà taillées, on en achetait la couleur. Parce que sinon, moi j'avais des pièces avec 300 émeraudes à faire, par exemple, dessus. 300 de même couleur. Oui, ouais, faut que, bah, c'est pareil. Ouais, parce Bah que, oui. ouais, les bruts, il y a beaucoup de. Il y a des zones de couleurs, il y a des choses comme ça. Et du coup, la couleur qu'on voit dans le brut, elle. Mais les changer. bruts, vous avez 1 kilo de brut, vous en enlevez déjà 500 grammes quand vous ébauchez et tout. Puis vous en avez encore 50% qui repart à la taille. Puis après, ben, vous avez du bleu ciel jusqu'au bleu nuit, suivant les bruts. Avec des inclusions, alors après, on en peut finir. Alors quand ils voulaient des pierres, 300 pierres propres, même couleur, alors on achetait. On triait, comme ils confient encore bien. Je triais mes pierres sur des plateaux, je triais la couleur, la grandeur, et puis on achetait que ce qui nous convenait. Ça allait. Il ne faut pas se tromper, parce que quand vous choisissez 300 pierres, elles sont achetées. Si vous en avez 10 qui vont pas dans la couleur, qu'on ne sait jamais, avec un défaut qu'on élimine et puis qu'elle sort plus claire, c'est pour ma pomme. Hein. Alors là, c'est un petit peu... mais avec les années, on arrive à avoir les pierres. Faut se construire un stock, en fait. Faut les sentir. Parce qu'il y a une pierre qui va perdre la couleur, il y en a qui n'en perdent pas. C'est comme ça. Alors, faut les... Oui, c'est bien, alors. Il y a bien du travail, alors. Ouais. Ouais, bah là, on vivait en Thaïlande jusqu'à quelques mois, et là, on s'est installé en France. Donc, on recommence notre activité. On est indépendant en France. Ah ouais. En France, où, alors? À Lyon. Ah, à Lyon? Ouais. Ah, d'accord. Mais j'ai l'air d'avoir du boulot, donc ça fait vraiment, là, ça fait même pas un mois qu'on a installé, donc on reprenne ouais, ben, ça marche, après, il faut se faire connaître. Ouais. C'est ça, Moi, c'est vrai que j'avais pas de soucis, hein, parce que sitôt que j'ai eu le titre, ouais, c'est sûr. j'avais du travail, mais par-dessus la tête. Vous étiez indépendant ou travailliez Non, je travaillais en atelier. Chez qui? Chez Poncet. Ok. Ah, Ces maisons, c'est Ulysse Poncet. ouais. Et puis quand j'ai commencé, j'ai travaillé chez Gros Piron. D'accord. Ils sont à Paris, mais en atelier aux Boussières. On était allés les voir. J'ai travaillé, j'ai commencé chez Gros Piron. D'accord. Alors, ben c'est les deux seules boîtes que j'ai fait. Alors on avait Bon, moi c'est vrai que j'avais du travail par-dessus la tête. Hein. Quand on était en Thaïlande, on avait beaucoup de travail. Ah ouais? Ouais. Parce qu'en Thaïlande, il y a beaucoup de lapidaires, mais qui font de la qualité. C'est pas facile. Moi, je sais que j'étais arrivée à un moment où j'avais 6 mois d'attente. Ah ouais? C'était trop, quoi. Il y a toujours quelqu'un qui est pressé, et puis il faut expliquer. J'espère qu'ici, on aura du boulot, mais pas autant. Je préfère avoir des pièces de qualité plutôt que de la quantité. Oui, mais... oui. On verra, hein, mais ouais. Parce que moi, j'avais du travail, mais alors, je les avais tous sur le dos, parce que j'étais tout seul, moi, à l'atelier. Je m'occupais de l'atelier pour la taille courante, pour faire tailler aux autres, comme ça. Puis après, j'avais mes pièces à faire, moi. Mais il fallait que je faisais 50 heures par semaine. Facile. Parce que sinon, j'y arrivais pas. Et puis c'est pareil, c'est pareil, vous avez une maison comme Cartier ou Piaget ou Van Cleef qui ils vous donnent une pièce. Nous, quand c'est ceux-là, on a la pièce. Et puis on ajuste nos pierres dessus. Mais ils nous disent, vous avez 300, 400 pierres à faire, c'est telle date. Et voilà. Alors, puis on ne peut pas dire non. Ça a toujours du travail comme ça se dit pas non. Alors, faut y aller.
Alors mais après, le plus dur, c'est de trouver les pierres. Nous, pour l'instant, on taille pas, on n'a pas de... Oui. Nos pierres qu'on taille, qu'on vend, et on taille pour les clients, mais on taille leurs pierres. Ah, là, On n'a pas, pour l'instant, voilà, se faire un stock c'est de plus, pierres. c'est plus facile. Parce que nous, le problème, c'est qu'on achetait les pierres. Alors, il faut les trouver. Parce que les bonnes, les mauvaises, on va les trouver les mauvaises Même pierres. en Thaïlande, on connaissait des gens qui ont des énormes ateliers. Et même eux, ils achètent constamment, ils achètent tout ce qu'ils trouvent parce qu'il n'y a pas assez. Oui, oui, il n'y a pas. Il n'y a pas assez. Et Oui, du oui. coup, Ouais, non, ouais. c'est le même problème qu'on soit un petit lapidaire ou une grande boîte. Oui, oui, parce que moi j'ai revu, il n'y a pas longtemps, j'ai vu, bon, c'est le fils, mon ancien patron, il m'a dit, ils ont du mal à trouver les pierres. Il faut arriver à... surtout en belle qualité, hein. Après, Oui, tout ça, dépend c'est ce qu'on veut, mais il dit, c'est pas facile. Hein. Ouais. C'est compliqué de... Ouais, bon, Et même du brut, hein, c'est pas. Du brut, c'est pas simple à trouver. Nous, on achète des petites parcelles à des gens qu'on connaît qui font des jarreteries, donc on paye un peu plus cher, mais si on voulait acheter une grosse avoir les premiers prix, c'est des parcelles où il y a de tout, donc de la très bonne et de la très mauvaise ah qualité, oui, ouais, ben c'est... qui valent une fortune. Les gens ils se mettent à plusieurs pour l'acheter, ensuite ils se séparent, et c'est tout un truc qu'on n'a jamais voulu faire. Oui, oui, c'est ça. Ouais, parce que moi, j'avais souvent acheté, mais pour moi, les pièces que je faisais, oui, il y avait facilement 300 pierres dessus. En émeraude, saphir, au rubis, tout en belle qualité. Alors, pour les trouver, pour trouver 300 pierres, il faut que j'en trie le double, facile. 600 à 1000 pierres pour arriver à trouver mes 300 de qualité. Said to find like 300 perfect stones C'est- for his customer. He had to at least buy 1,000 stones. Je vais vous montrer comment son taille là-bas, ça va plus vite. Alors là, c'est un petit peu archaïque, hein. J'ai mis une boîte, j'ai changé ma boîte. D'habitude, on a l'eau courante quand même. Mais ça, c'est un vieil établi qui date de... C'est mon père qui l'avait récupéré, un ancien sur l'APS. Ça, c'est le vôtre établi, celui-là. Ouais, ça c'est-à-dire, il était dans mon sous-sol. C'est lié, ça. Et puis quand je suis parti à la retraite, je voulais travailler. Je me dis, oh, ben, je vais travailler pour passer le temps. Et puis je ne l'ai jamais fait tourner. Parce que j'avais pas le temps. Bon, je pense plus aller faire du ski, du vélo que... Alors du coup, je le trimballais dans mon sous-sol, d'un endroit à l'autre, parce qu'il me gênait. Puis un coup, ben, je l'ai installé ici. Et puis je dis comme ça, ben, je viens un petit peu, puis voilà. Oui, parce que bon, j'ai fait ça pendant 40 ans, c'est bon. Hein. J'avais même commencé cette pierre à la retraite. Il y a une facette de poli. C'est quoi comme pierre? Du cristal de roche. D'accord. Je voulais faire un coussin, et puis tous des petits losanges, puis je voulais faire comme de la gravure dessus. Et puis faire du poli dépoli. C'est beau quand c'est blanc, et puis voilà. Et puis je crois que elle va rester. Elle va rester comme ça. Bon, après, il faut y passer du temps, Non, puis j'ai tellement fait d'heures dessus que bon. Alors, vous voyez, on se sert d'un petit outil comme ça. Nous, on appelle ça un étui. Alors après, il y en a des plus gros. Tu vois, mais nous, bon, voilà. Et là, vous avez, c'est plein de petites divisions. C'est-à-dire que on se met toutes les facettes qui se taillent, c'est géométrique. Hein. On l'a vu sur le film. Il faut juste que vos facettes, vous en ayez 8, vous en ayez 16,
4, il faut que ça soit divisible. Hein, parce que, bon, on peut, hein, si on veut faire un truc à 5 facettes, on peut. Mais alors après, il faut jongler, il faut... Et puis, vous recoupez vos facettes. C'est simple. Et vous changez d'angle, plus bas ou plus. Eh bien, vous coupez un angle, vous faites un triangle à l'envers, vous en faites un. C'est tout comme ça. Alors, parce que là, j'ai dû la toucher, je ne sais plus quand. 10. Alors, ça se taille, c'est tout, au toucher sur la meule. La pression que vous mettez. Plus ou moins, et puis régulièrement. Si vos 8 facettes, vous en avez 7 grandes et une petite, bon, c'est pas grave, vous la agrandissez un petit peu, ça va bien. Mais si vous en avez une petite puis 7 grandes, eh ben, il faut tout rééquilibrer. Et on n'a pas d'appareil pour mesurer les facettes. C'est tout à sentir. On a des, comme ça, des petits bridges, il y a des petits pieds à coulisses, il y a pour mesurer la grandeur de la facette, la longueur. Mais la facette par elle-même, on n'a rien. Enfin, nous, on n'a rien. Je ne sais pas si vous... Il existe des petites loupes avec une petite règle, une petite mini-règle. Mais moi, je ne m'en sers pas pour les facettes, je m'en sers par exemple pour si je fais une émeraude, enfin un coin coupé, pour mesurer les angles qui soient exactement à la même taille. Mais, Ah ouais. Mais pas pour les facettes, ça prend pas trop de temps. Oui, parce que bon, après, ça va pas me couper, ça se fait bien à l'œil. Ouais, mais voilà, des fois pour les faire parfaites, là Ah c'est... bon? Oui. Ah, je vous mets au défi, moi. On peut. Mais c'est plus long, c'est vrai. Oui, C'est plus long. oui, ça prend ça, c'est sûr. Ouais, oui, c'est plus long. Oui, il faut être logique. Non, ben nous, on n'a pas. Ah oui, on n'a pas. Moi, je sais pas si c'est quelque chose de... Peut-être que maintenant, hein, moi, attendez, ça fait déjà. Il y a plus de 10 ans que j'ai arrêté. Hein. Oui. Alors, il y a peut-être du matériel maintenant que. C'est juste des petites loupes, c'est tout simple. Hein. Faut le mettre à l'œil et puis sur le dessous, il y a une petite règle. Ah, faudrait que je me renseigne. Ouais, c'est... Ah, mais j'ai jamais vu, moi. Non, mais je veux dire, oui, 10 ans. Alors, non, même plus, même. Le temps passe vite. 13 ans, même. 13 ans, d'accord. Ouais, ça se trouve, ça n'existait pas. Il faudrait que je me rends. Hein, c'est possible, il faut que je me renseigne. Alors, c'est vrai que là, le moulin, eh ben, il commence à s'user. Et puis c'est facile quand on veut retomber sur une facette. Quand si vous avez une facette qui est plus grande, parce que c'est bien beau de retomber dessus, mais il faut tomber sur la bonne. Hein. Si vous faites à côté, c'est pas bon. Hein. Enfin, pour moi, c'est facile parce que vous regardez la pierre comme ça, on tient, Ah oui, à l'opposé. on la tient comme ça. Automatiquement, je regarde celle-là, je la tiens là, je la retourne. C'est ce côté-là que j'appuie contre la plaque. Je tombe sur la bonne facette, je tombe sur la facette que j'ai vue. Mais après, c'est une habitude. Hein. Oui, alors vous n'aviez pas d'invention comme ça. Non, moi j'ai appris vraiment sur les machines suisses. C'est comme un petit chariot. Oui, oui. Où j'ai l'index. Oui, oui, et autrement, c'est cristal de roche, puisque c'est une pierre naturelle. La citrine, des trucs comme ça. C'est eux qui imposent les pierres que vous devez... Citrine est difficile à polir. Ouais. Ça fait vite. C'est un peu comme le cristal de roche. Hein. C'est un peu galère à faire. Pendant mon apprentissage, c'est ce qui me faisait faire, c'était de repolir des
grosses pierres, des grosses améthystes ou des grosses citrines qui étaient rayées. Et on a apprenti, il nous donnait ça à faire et j'ai passé des jours à essayer de polir, c'était l'enfer. Ah oui, parce que nous on arrivait. Après ça dépend, mais on changeait de meule. Moi là c'est des meules en cuivre, mais moi j'aimais bien polir avec des meules en étain. Ouais. Les meules en étain sont plus douces, bon, elles se creusent vite. Mais le polissage pour le cristal de roche, les pierres de la citrine, c'est plus. Voilà. Ça va un peu là-dessus. C'est plus facile. Après, tout dépend de la pierre. Hein. Si vous avez de la grosse pierre, mais quand vous voyez, ça, c'est du cristal de roche. Après, c'est le problème quand on fait des facettes comme ça, il y a beaucoup de facettes dessus. Il faut qu'elles soient polies au premier coup. Parce que si vous n'arrivez pas à la polir, vous insistez sur votre diamant. Et si vous insistez, ben, ça l'agrandit. Comme dans une... Vous pouvez la prendre avec les doigts, vous la faites passer, ça ne craint rien. Enfin, vous la laissez, balancez pas par la fenêtre. Elles sont faites en losange. C'est des losanges. Alors, si vous prenez... Bon, là, elle est à moitié faite, comme ça, vous voyez bien. Mais du fond, les losanges, ils montent en spirale jusqu'à la pointe. Et si vous vous trompez dans l'avant-dernière facette, vous êtes en haut, que vous n'arrivez pas à la polir, quelle est la plus grande? Vous êtes obligé de polir celle d'à côté. Ben oui. Et puis ainsi de suite. Puis après, celle du dessous. Parce que ça a touché celle du dessous. Puis après, celle du bas. Vous recommencez tout. Sur la briolette là, de mon concours, il y a 350 facettes. Tout en spirale. Il faut être... pour faire les 8 facettes du bout, la pointe, c'est une aiguille. J'ai dû mettre une demi-journée. J'avais une tête comme ça. J'osais même plus la toucher sur la meule. Parce que si je loupais ma dernière facette, vous recommencez toute la pierre. Alors après, quand on travaille, quand on fait du travail courant, on triche un peu, puis on refait un losange un petit peu. Mais quand c'est pour le concours, il faut que ça soit parfait. Il faut que le polissage soit parfait, la symétrie parfaite. Il faut que... Alors, on ne peut pas se tromper. Vous êtes dessus, il faut... Là, vous passez du temps. C'est pour ça qu'il faut... Enfin, il faut bien avoir... C'est pareil, il faut bien connaître ses outils. Et puis les meules à polir, c'est voilà, quand il faut polir, arriver à la bonne dimension et puis au bon poli, il faut avoir un petit peu, ouais, faut la sentir. La pratique, beaucoup de pratique. Oui, il faut la sentir, la pierre, faut la, c'est ça. Hein. Après ça, voilà, c'est sûr, on peut pas y aller avec des gros sabots et puis, mais pour toutes les pierres. Hein. Vous parliez des matériaux des différentes meules avec les tailles. Il y a des matériaux qui se prêtent plus facilement à certains types de pierres. Oui. Bon après, la tradition, nous c'était du cuivre. Après, il y avait des meules en acier à l'époque. Ils faisaient en acier pour faire des cabochons. Qu'est-ce que c'est les cabochons? C'est comme ça. Oui, c'est voilà, comme ça. C'est tout rond. Mais moi, j'aimais pas. C'est trop dur, c'est trop rigide. Moi, ça me fait mal aux oreilles. Ça va Lui, pas. il a une meule en plomb, un alliage avec du plomb. Bon, En le plomb. problème, c'est que c'est Mais par contre, c'est tendre. Ouais. C'est Mais souple. pour les quartz. Ah, ben oui. Moi, je l'ai pas, ça. Oui, mais pas en facette. Si. Ah, si, à facette. Facette quartz, with your lead. Ouais. Ah oui. Ouais. Parce que c'est assez tendre. Ouais. Alors, Oui, sur du saphir, des pierres plus dures. ouais, c'est vite. Après, vous pouvez avoir des meules en bois.
On peut avoir. On a eu des meules en gaillac. C'est une espèce de c'est du bois. C'est du bois des îles c'est assez dur. Ça va bien hein, pour faire du cabochon. Autrement, on a eu des petites meules en bakélite. C'est une espèce de plastique Noir. dur. Longtemps pour tenir les couvercles. Oui, peut-être bien, oui. Ça, c'est Mais après, on peut tout inventer. Hein. Maintenant, il y a les Américains, ils aiment beaucoup avoir Ah oui. plein de Ah bon différents. Il y a du melon céramique, il y a plein d'alliages différents. Pour polir les pierres, on peut tout inventer. Pour polir ça, pouvez-vous la faire passer? Attendez, j'en ai. Mais Ben, pour polir les sillons, eh ben, faut y aller. Hein. Parce qu'il faut polir à l'intérieur du sillon. C'est comme c'est le modèle qu'ils nous avaient donné. Ils nous ont donné un modèle, il fallait le reproduire en pierre. Et j'en ai encore. Vous utilisez quoi pour faire ça? Alors, il a fallu que je fasse marcher la. Eh ben, avec toujours des petites meules, hein, mais comme un flexible de dentiste. Et puis vous faites de la gravure. Hein. Alors après, il faut choisir, il faut trouver la meule pour faire comme de la gravure, faire du dessin. Oui. Et là, il faut faire les sillons de même profondeur qui arrivent à 0 en haut, qui partent à telle profondeur à la base, puis qui arrivent à 0 en haut. Et il faut que tous les sillons se rejoignent au centre. Le problème, il ne faut pas les casser parce que quand vous arrivez les deux sillons, il y en a deux à l'opposé qui se rejoignent, c'est tout petit. Quand vous y allez, il faut y aller pour y polir, il faut que ça soit. C'est tous des essais, ça. Ils ont tous des défauts. Hein. La bonne, elle est sur la vitrine, la bonne. J'ai pas vu le défaut. Hein. Vous n'avez pas vu? Non, Et ça se fait à main levée, hein. Comme si vous avez un crayon, vous dessinez. Vous dessinez vos sillons, et puis après vous les arrangez un petit peu avec une petite meule, comme de la sculpture, quoi. Puis après, ben, vous les polissez. Après, il faut connaître ces outils, il faut avoir l'habitude, voilà. Mais c'est tout à main levée, hein. Ça se fait comme ça. Mais là, ça marche à l'électricité, ça. Oui. Parce que ce qu'on a vu dans le documentaire, les personnes Voilà, c'est avec ça, C'est avec ça, voilà. avec une poulie. Oui, mais alors comment on fait pour que ce soit à la fois On tourne et puis on taille comme ça. régulier, de tourner régulier. Ah mais si, moi j'ai essayé, on arrive. Hein. Parce que quand on regarde notre pierre, ça revient automatiquement. Voilà, il faut se concentrer deux fois, une fois la pierre et une fois... Oui, il faut pouvoir travailler les deux mains. On a deux hémisphères, alors ça va. Ouais, on y arrive. Mais bon, moi j'ai jamais travaillé avec ça. Non, c'était avant. C'était avant. Donc quand j'ai commencé, bon, il y avait l'électricité. Alors, mais celui-là de la ville était équipé comme ça. Avec une meule. Et quel est le défaut dans Alors celui-là? là, il paraît qu'il y a un défaut, là. Non, bah, celui-là, il y a plein de défauts. Ben, les sillons ne sont pas réguliers. Là, il y en a un petit bout de cassé. Au bout, là, ils n'arrivent pas à 0 comme il faut. Je peux encore voir? Ouais, vous pouvez y aller. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Après, voilà, il Quelque faut. chose, toi, elle-même. Oh là là. Moi, j'ai pas des bons films. Oui, mais nous, quand du métier, on le voit comme au milieu de la figure. Hein. Et puis ceux qui sont au jury, hein, moi j'ai été président du jury, Je trouve oui. le défaut Ça- de cette pierre. ça passe pas à côté. Hein. Moi j'ai contrôle des pierres s'il y a un fil sur une facette. Et avant, je travaillais sans lunettes, sans loupe. Je voyais le fil. Hein. Ah oui. Ah, si. Il y avait les débutants avec moi, ils disaient, mais comment est-ce qu'il a vu ça? Ah, mais ça, c'est. Mais c'est une habitude. Hein. Et on le sent aussi. Il y a la vue qui fait, mais c'est une habitude de regarder les pierres. Il y a le jeu de lumière. La lumière, Oui. faut trouver la bonne réflexion Il parfaite. faut regarder avec la bonne lampe. Vous travaillez avec des néons? Non, c'est LED, c'est du LED qu'on appelle ça une grande.
Ah ouais. Alors moi, j'aime pas ça. D'accord. Et c'est comme le néon, je n'aime pas. J'en ai essayé, j'ai dit ça me sort pas les yeux. J'aime bien l'ampoule Oui. bleue. Et pour regarder une pierre, on fait traverser le filament sur la pierre. On voit Ah, Eh bien là, je vois tout, ouais. Là, je vois tout. C'est le néon, j'aimais pas. Bon, après, c'était mon goût à moi. Moi, quand j'ai fait mon apprentissage, on avait ça dès le départ, donc j'ai appris à regarder avec ça. Et Oui, mais c'est ça. là, c'est des habitudes qu'on apprend. Oui, tout à fait. Oui. Que nous, on a changé parce que l'ennui, ça chauffe. Alors, on s'était mis à mettre des néons, des petits néons partout dans l'atelier. Ah ben moi j'ai jamais pu, hein. J'ai mis de côté puis je me suis remis à ma lampe. Alors. ça c'est tout à sentir. Hein. Comment? C'est tout à sentir dans la pression qu'on met. Hein. Oui. Ben oui, il faut. Mais après, bon, là c'est une culasse. Alors, après, il faut redonner sur celles qui ne sont pas. Il vaut mieux repasser que de faire trop d'un coup. Parce que si vous avez fait trop d'un coup, pour rattraper, bonjour. Mais repasser, à force de repasser avec d'aller. Il ne faut pas dépasser. Ben voilà, c'est ça. C'est faux. Ça, c'est simplement de l'eau qui coule pour refroidir un peu. C'est pourquoi. C'est pas pour refroidir, c'est parce que si vous taillez à sec, Oui. ça fait comme de la crasse. Ça D'accord. va faire pas de la poussière, si vous voulez, l'usure. Et là, eh ben, avec l'eau, ça part. Ça part et puis ça s'écoule dans une boîte. D'habitude, on a des tuyaux quand même avec des égouts. Et puis, J'ai toujours utilisé un seau. Ah ouais. Mais on est obligé de mouiller, hein, sinon, voilà. Oui, d'accord. Autrement, votre meuble, elle est comme celle-là, quoi. Oui. Et après, ça vous fait de la poussière, et Ça puis fait de ça, la poussière. de la poussière et de la crasse. Alors après, ça range moins bien, c'est... voilà. Demande, le tableur, vous l'utilisez pour toutes les pierres ou seulement pour les petites pierres ou seulement pour les grosses pierres? Le tableur, là, Ouais, ben, c'est pour toutes les pierres, toutes les pierres. comme une table. Ok, parce qu'on connaît des gens qui utilisent ça et ils disent que. On y forcément. On connaît des gens qui ont des machines, des inventions mais modernes, et ils disent qu'ils utilisent le tableur que pour les petites pierres. Le reste, ils font. Oui, mais ils font comment? Push that up against the middle with the wax is Oui, mais parce que le tableur, là, ça nous sert à faire la table. Parce qu'il y en a qui, avec la cire, ils adaptent la cire, ils mettent leur. Ah, là-dessus? Ouais. Voilà. Alors, au début, voilà, sur notre thé, on penche la pierre. Avec l'étui là, on le met là, on fait la table. Ensuite, on la redresse. La base, le dessus plat. Oui, la table, c'est la base. Et puis ensuite, on la redresse et on fait le autour de la table. Mais, je faisais ici. Quand vous voulez la polir, vous refaites pareil là-bas. Vous réchauffez votre pierre, vous la penchez, de façon à ce que pour la mettre là, puis vous polissez votre table. Très bien. Vous polissez la table, vous la redressez, vous la mettez bien droite, mais après, faut retomber comme il faut pour les facettes qui sont autour.
Et quand vous l'avez collé, puis décollé, puis redressé 2-3 fois, ben, pour la remettre droit, et puis retomber sur nos facettes pour faire, si vous faites le rond, pour les faire, et ben là, moi j'y ai fait là, c'est pour ça que je me suis trouvé un petit étui, un tout petit étui comme ça, pour pouvoir la polir comme ça. D'accord. Parce que autrement c'est galère. Et puis le problème c'est, on y arrive, hein, je dis pas qu'on n'y arrive pas, mais on va y mettre du temps. Et quand on travaille, c'est pareil, hein. On travaille, vous mettez, il faut mettre tant de temps sur une pierre, il ne faut pas mettre 2 jours. Hein, sinon, vous n'allez pas gagner votre vie. Hein. Il faut quand même que, il faut que ça avance, quoi. C'est pour ça qu'ils ont fait des tableurs. Il faut éviter, c'est quand les pierres sont collées là-dessus, il faut éviter de les retoucher. Si on a une pierre qui chauffe, par exemple, ça peut, hein, des fois au polissage, une grosse pierre, elle peut chauffer. Et si elle chauffe, elle ramollit un tout petit peu le ciment. Elle peut bouger. Bon, après, c'est galère pour faire les facettes du tour. Bon. Après, c'est tout dépend des ciments, parce que vous avez les ciments verts. Ceux qui sont verts, ils sont tendres, c'est-à-dire ils chauffent facilement. Et ils vont très bien pour les pierres tendres. Parce que une pierre tendre comme une émeraude, il ne faut pas beaucoup la chauffer. Parce que si vous la chauffez, si elle a une inclusion, on ne va pas aimer. Hein. Alors, on prend du ciment qui est assez tendre, on ne chauffe pas la pierre, comme ça, on la colle pas à froid, mais presque. Et le problème, c'est que sur une meule, ça peut chauffer. Et là, ça la fait bouger. Un peu, Et puis, moi, j'emploie pas de colle parce qu'on prend de la colle hein, maintenant. Il y en a bien qui font de la colle avec de la cyanolite, qui collent les pierres sur des bâtons, un genre bâton comme ça, mais métallique. Moi, c'est à peu près la même chose. C'est des trucs comme ça. Ah oui, mais j'en ai, je sais pas combien. Parce que, ah, mais on met notre ciment au bout. Mais il y en a qui collent avec la cyanolite direct dessus. Moi, ce que je fais, c'est que quand je fais ma table, enfin la couronne, je fais au ciment. Et ensuite, quand je retourne, je colle à la colle, vu que j'ai déjà un plat, que la table est déjà bien plate et que la tige, elle est parfaitement plate. Là, je mets de la colle et c'est automatiquement droit et parfait. Mais j'utilise quand même la cire. Ben, sinon, vous pouvez la faire à l'envers. Vous faites un plat comme ça, vous collez, vous faites votre culasse. Après, il faut avoir des broches creusées pour pouvoir mettre. Lui, il en a. Moi, si on m'achète, j'en ai pas. Ah, mais je sais bien comme ça. Il faut pouvoir les mettre à l'intérieur. Mais, moi, j'aime pas la colle. Moi, j'aime pas. J'aime bien la cire parce qu'on va justement placer la pierre exactement Non, comme puis on veut, incliner comme Puis le problème, vous la décollez comment? Il faut que ça passe, soit être chauffé, Vous soit la chauffez. dans l'acétone, mais ça dépend du temps. Voilà. Et ça, c'est mauvais. Parce que si vous chauffez une pierre, si c'est un saphir, c'est pas grave. Hein. Craint pas tellement. Mais vous amusez à faire une émeraude comme ça, alors là, parce que l'émeraude, il ne faut pas la chauffer, il faut éviter. Si on peut les chauffer, si elle est bien pure, mais même si elle est même pure, ben, je ne m'y risquerai pas, parce que si on la casse, alors, si vous chauffez, vous risquez de les casser. Si vous la mettez dans de l'acétone ou des produits pour diluer la colle, c'est agressif. Et si vous avez une émeraude avec des inclusions dedans, alors si vous avez un client qui vous confie une émeraude à repolir tout et puis que vous lui redonnez, on ne va pas aimer. Pour ça, avec l'émeraude, moi je collais pas. Puis je faisais beaucoup d'émeraudes. J'en ai fait, j'étais assez spécialisé dans les émeraudes. Mais c'est la hantise, hein, l'émeraude. C'est la hantise parce que. Vous polissiez sur quoi les émeraudes?
Ah 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 ah. C'est un secret. Ah 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 ah. Non, même pas. Non, c'est de l'étain. C'est ce qu'est le plus tendre. Hein. C'est tendre, puis c'est. Voilà. Et vous n'aviez pas peur de la poudre au diamant qui rentre dedans. Ouais. Si. Oula. Oula. Je le connais. Oh, moi aussi. J'ai pas de problème. Oh, j'ai eu des galères. Hein. J'ai eu des galères. Maintenant, il existe des films. Il faut trouver il faut les polir dans le bon sens. Ouais. Parce que les failles, elles sont jamais droites. Par exemple, il faut arriver, alors c'est facile à dire, hein, il faut arriver à fermer la fente avant que la poudre de diamant rentre dedans. Il faut arriver à la fermer du premier coup. Il y a des sens pour les prendre, les fentes. Faut bien. Après, tout dépend des fentes, mais il faut bien les regarder à la loupe. Il faut bien voir comment elles. Et puis, arriver à la fermer pour pas que le diamant rentre dedans. Mais ça. Parce que le problème, si la poudre de diamant rentre dedans, c'est comme c'est un mélange de poudre et d'huile, c'est gras, c'est noir. C'est pas noir, mais presque. Le noir rentre dans la pierre, la fente, elle est rebouchée, et bien après, pour faire partir l'huile avec le diamant qui est à l'intérieur, comme il faut éviter de les chauffer, il ne faut pas y mettre dans du produit qui abîme la pierre. Alors il y en a qui ont toutes les combines du diable, qui les trempent dans le produit, je sais plus quoi. Ils ont toute une recette, oui, dans tel acide, dans tel acide, il faut tout nettoyer. Ouais, il y en a qui ont essayé de tout. Hein. Bon, nous aussi, on a un peu tout essayé et puis on n'a rien trouvé de bon. Hein. Le meilleur, c'est d'éviter de... Il faut pas que ça... Il existe des films, c'est des films diamantés, des films. Donc c'est comme du papier qui se colle. Moi, je collais sur mon disque. Et ensuite, je sprayais juste de l'eau. Et ça polissait très bien les émeraudes avec ça. Par contre, c'est un truc jetable. Quelques pierres, il faut le changer. Et ça marchait pas mal parce qu'il n'y avait pas d'huile du tout qui rentrait dans la pierre. Et vu que c'est diamanté, mais c'est pas noir. Il n'y a rien qui rentre. Ah ouais. C'est pas mal, mais c'est des trucs jetables. Ouais. Moi, mais avec du diamant, je peux mettre du papier aussi. Okay. Puis, mais avec de la poudre de diamant, avec de l'huile, voilà. Ça va, hein, ça va. C'est vrai que l'émeraude, je ne sais pas s'il y en a qui ont trouvé des solutions miracles. Hein, je ne suis pas sûr. Il y a vous connaissez quelqu'un qui faisait beaucoup d'émeraudes et qui avait une meule qui nous recommandait justement qui fonctionnait que à l'eau. Je sais pas le nom de la meule, c'est un... Isaac... Ah oui, parce que moi j'en ai eu fait, je crois que les 10 dernières années que je travaillais, j'ai fait 10 ans d'émeraude. Hein. Je faisais pas que ça, mais presque. Alors j'en ai fait quelques-unes. Il y en a quelques-unes que j'ai... Après, ça dépend des qualités. Hein. Et c'est pareil, hein, quand je triais les lots d'émeraude, faut... Ça vous est arrivé de refuser des pierres parce que vous saviez qu'elles allaient casser? Qu'on a taillé? Que quelqu'un vous demandait, vous retaillez pour des... Des fois, vous avez retaillé des pierres de clients? On retaillait, oui. Des fois, ça vous arrivait de refuser certaines pierres parce que... c'est délicat de refuser. Puis en plus, moi, mes rouillés de France, ils commencent à refuser des pierres parce qu'on ne peut pas les repolir. Ça se fait pas. Il faut se... ouais, c'est compliqué, hein. Parce que moi, je voyais des pièces qui arrivaient le soir, ça venait à la poste. Honnêtement, je ne savais pas comment les faire. Hein.
travailler toute la nuit. Hein. Puis on ne peut pas dire non. Moi, j'avais des collègues, meilleurs ouvriers de France, des bons collègues, hein, on fait du vélo ensemble, tout, mais c'est des concurrents. Il faut se débrouiller. Hein. Puis eux, ils faisaient pareil. Hein. Non, il faut arriver, on ne peut pas dire non. Après, bien sûr, un lapidaire lambda, il peut dire, ben non, je ne sais pas. Nous, c'est un peu délicat, quoi. On peut dire non, mais Trouver coûte que coûte. ben oui, il faut trouver. Faut, ouais, c'est. On arrive, hein. On arrive, mais on dort pas toujours sur les deux oreilles des fois. Parce qu'on a eu. On a eu fait des. Moi, je faisais des genres de trucs comme ça. Soit en émeraude, soit en saphir, soit. Là, il faut. Combien d'heures ça? Il y a combien de facettes sur celle-là? Des milliers? Là, il y a 350 facettes. Pierre. Et puis chaque facette, on a. Chaque pierre en a combien? Ouais, par là, ouais, autour d'une 30-40, quoi. En gros, on veut faire ça à la louche. Parce que. Il fallait que tout soit pareil. Oui, là, il faut que. Le plus dur, c'est toutes de la même couleur. 57 facettes sur Ah oui? c'est écrit là. Ouais, ben, nous, à force, on les fait, mais. Il faut que. Si vous avez une pierre d'éclair, elle est à refaire. Il faut que. Alors, le plus difficile, c'est de trouver les couleurs. Et sachant que quand on retaille une pierre, elle peut éventuellement changer de couleur. Enfin, changer de couleur. S'éclaircir. Ça mange la matière, ça peut s'éclaircir. Par contre, vous en avez des un peu foncés, que ça peut éclaircir, que ça améliore. Alors, ce qu'il y a, c'est que quand je trie, par exemple, pour ça, où je trie 400 pierres, quand je les regarde, suivant l'épaisseur de la culasse, la densité de couleur, dans ma petite tête, je dis, bon, je la retaille, elle va être bonne. Et là, il faut que... Et si je me suis trompé, Il faut être sûr, hein, pour ça. c'est ma pomme, quoi. C'est le plus difficile. Parce que là, il faut... j'en trie, mais des quantités, hein, sur des plateaux, je les allais, alors j'y regarde à la lumière, la couleur. Une qui a un défaut, on peut l'acheter un peu plus grosse avec un défaut, puis on va enlever le défaut. On l'achète moins cher, parce qu'elle a un défaut. Et puis, si elle est bonne pour cette pièce-là, elle vaut beaucoup plus cher. C'est... Après, il faut être sûr. Parce que je vous dis, si j'ai choisi 60 pierres, c'est acheté. Si j'en ai 10 qui ne vont pas dans le truc, puis pour les remettre pour faire autre chose avec, c'est pas gagné. Hein, parce que vous la mettez de côté, si elle ne va pas, en stock. Stock, c'est pas tellement bon. Hein. Non. Alors, voilà, il faut que je choisisse mes pierres. Bon, après, j'ai une marge, hein, on peut toujours... Sur ça, je peux avoir, 5 pierres qui vont pas... C'est pas une catastrophe, hein. Mais, il faut éviter. Et puis là, si une à peine plus claire, hein, elle revient. Ça, c'est... Ah oui, là, il n'y a pas de détail. Hein. Personnellement, à vous, aux concurrents, ou alors est-ce qu'il y a des endroits en Europe où vous pouvez aller dire j'achète ça et ça? Non, on va à Bangkok, et puis mais il y a des Grossistes. oui, des gens qui s'occupent des mines, qui vendent des pierres, là-bas, il y en a. Après, il y a. C'est pas les charlatans, hein. C'est ceux qui. Il y en a, mais comme moi je voyais mon patron, il va là-bas, ils ont les connaissances, hein. Ils amènent avec leur lot de pierres. C'est.
c'est une entreprise, hein, c'est pas pareil. C'est pas le particulier. C'est vrai que le particulier, c'est bien plus délicat. Parce que pour aller puis acheter de la belle marchandise à Pierre-Paul Jacques, c'est pas évident. Comme nous, c'est une entreprise Oui. qui date de 1900. Moi, le grand-père faisait déjà. Alors, qui sont connus. Ils arrivent là-bas, c'est. Oui, oui. Voilà, c'est. Et puis ils ont des relations de confiance avec certains vendeurs et ils savent ben oui. Oui. Ben nous, après, ils nous envoyaient les pierres en confier. On recevait des paquets. Je trie tout ce qu'on faisait hein, dans l'atelier. Je triais les pierres, puis ils disaient, bon ben, on achète ça. On redonne ça. On leur redonnait le reste, puis on achetait que. Ben, c'était le plus facile, parce qu'en brut, c'était invivable. Hein. C'était pas possible. En brut, on balançait tout. Hein. On peut trouver des bons bruts. Oui. Mais en quantité. Ça dépend pourquoi. Pour l'émeraude, c'est quasi impossible. Ah ben oui. Et pour du saphir, peut-être pour du rubis, maintenant, ils arrivent à avoir des choses à faire. Ouais, mais. La couleur est plus homogène dans un rubis que dans un saphir. Ouais. Oui, mais si vous voulez de la belle qualité, en quantité, c'est. Parce que vous avez des lots, vous avez des beaux lots de pierres, puis vous en avez des pas terribles. Hein. Sur un lot, vous allez ressortir que 10 pierres, 20 pierres. Maintenant, il y a Gemfield au Mozambique. Enfin, Oui. Eux, ils font des ventes aux enchères où ils font des lots. Donc, du coup, c'est pas tout mélangé, c'est lot de telle qualité, telle couleur, de telle taille. Et là, pour le coup, je pense que c'est intéressant pour les gens qui achètent. Oui, mais alors après, il y a qualité et qualité. Parce que pour celui qui taille. Et puis il y a toujours des surprises, quoi. Il y a des choses qu'on ne voit pas quand il y a la peau de la pierre, on ne peut pas voir exactement. C'est pas facile. Hein. Moi, je voyais bien quand je triais, je vais sur mes plateaux comme ça, toute une à une à la pince. Et puis hop, je regardais les couleurs. Tout. Celle-là est bonne, celle-là elle n'est pas bonne. Ou alors il y a une inclusion qui va trop loin et que je peux rien en tirer. Je mettais de côté. Vous pouvez rendre alors celle que vous mettiez de côté, vous pouvez les rendre Non, je la mets de côté et puis je la redonne. Oui, c'est ça, voilà. Si je peux la redonner, je la redonne, hein, on ne l'achète pas, puis c'est tout. Oui, d'accord, oui. Si je peux la retailler pour enlever le défaut et puis Ah, que. oui. Oui. Mais. C'est pas évident, ça. C'est pour ça que moi, c'était compliqué. Bon, après, avec les années, j'avais l'expérience. Parce que quand je disais on achète ça, le patron, lui, il achetait ça. Ah oui. Ah oui, lui, c'est pas lui qui regardait les pierres. Il était lapidaire, il a taillé un peu, mais c'était pas. Lui, il est plutôt le business. Lui, Alors, il me faisait confiance. Il dit, bon, si je disais, bon, on achète ces 100 pierres-là, il achetait les 100 pierres. C'est à moi de ne pas me tromper, parce que si c'est moi qui... Et comme vous dites, celle qui n'était pas bien, je les mets de côté, je les retaille. Ça doit être très difficile de voir si celle que je mets de côté, vraiment, je peux la retailler, ou vraiment, est-ce que ça va? Ça doit être difficile. Hein. Ah bah si. Si, mais c'est le métier. Oui. Ben oui, voilà, c'est... Ça, c'est incroyable, ça. C'est tellement précis. Oui, vous avez alors un atelier dans Lyon. Oui, pour l'instant, c'est chez nous. Ah. Là, on attend pour des bureaux. Donc, Ah oui, faut trouver... Ouais. Ah, c'est bien. c'est un beau métier. Là, On avait une maison de sertisseurs à Lyon. Oui, il y a encore beaucoup de choses qui se passent. Qui faisait des sertisseurs et travaillait pour nous. Je ne me rappelle plus le nom. C'est mon patron, ils les avait rachetés. Puis du coup, il faisait. Parce qu'on faisait les bagues, tout. Et puis, puis on avait un représentant et puis qui se promenait avec les bagues. Quoi. Les sertisseurs, je ne me rappelle plus le nom.
Ben, c'est pareil, les sertisseurs, on se branchait toujours avec eux, c'était la galère. C'est lui qui casse les pierres. Ah ben, c'est le lapidaire, il ne sait pas travailler, puis le sertisseur, ça ne savait pas travailler non plus. Là. Ah ben, c'était la... Ah ben, au bout d'un moment, j'en avais ras-le-bol, parce qu'ils étaient à Lyon. Et puis, toutes les pierres que je taillais pour ajuster sur des bagues, des trucs comme ça n'allait pas. Ou alors, ils cassaient, c'est quand ils se sertissaient. Moi, j'ai dit, non, on ne peut pas continuer à travailler comme ça, c'est pas du boulot, ça. Moi, je savais ce que je faisais. Alors, j'ai dit, bon, j'ai pris une journée, je suis allé à Lyon, j'ai été voir l'atelier, j'ai été voir comment ils travaillaient, de toute façon, comment ils faisaient, parce qu'ils usent des pierres pour les faire rentrer dans leur case. Alors nous, on n'aime pas ça, hein. Les lapidaires... Alors je dis, bon, ben c'est bien. Et puis je dis, maintenant, vous allez venir me voir, moi, travailler, qu'on accorde nos violons. Et bien après, c'était nickel. Je savais comment eux, ils préparaient leur cage. Je savais comment il fallait que je mette mes pierres, parce que pas qu'elles descendent trop dans les cages, parce que comme ils grattent des fois un petit peu, ça dépend des sertisseurs, ça. Après, ça allait impeccable. Mais il a fallu se bagarrer, hein, parce que c'est comme tous les métiers. Hein. Quand c'est des métiers qui se suivent ou qui... Oui, ben, il faut qu'à toutes les étapes, il faut que ce soit bon. Ben oui, c'est comme ça, mais bon, ouais, on y arrive. Hein. Mais alors, les fameux... Ce qui avait l'avantage avec les Suisses ou des pièces comme ça, c'est préparé nickel. On a nos cases, il suffit qu'on mesure. On mesure nos cases comme il faut pour que nos pierres rentrent bien, tout au même niveau. Si nos pierres étaient bien taillées, eux, les cases, ils ne les touchaient pas. C'était fait comme ça. Nous, on ne recevait même pas les pièces, on recevait juste les plans. Ouais. Mais nous, des fois, comme ça, ça dépend, voilà. Nous, il y a des fois, c'était Piaget, à Genève, et il nous envoyait des plans. Alors c'est un peu, bon, on avait, heureusement, après on s'était équipé, on avait un projecteur de profil pour pouvoir contrôler les angles des pierres, parce que... Du coup, la pierre, elle est petite, comme ça, et d'un coup, sur le projecteur, elle est grande. Ah oui, ça fait comme... Ah ben oui, oui. Ah, mais c'est nickel, comme ça on peut mesurer les angles, si on est bon, on est bon. Ah oui, oui. Ben c'était... Mais c'est bien, mais c'est quand votre pierre est finie. Ah oui, oui, oui. Après, le pied à coulisses, ben, la tolérance, une poussière qui est sur le pied à coulisses, ça change. Ouais. Si on mesure, on n'est pas s'il y a 2 centièmes, surtout les angles. La dimension, les centièmes, ça va. Ça va. Mais les angles au 10e de degré. Mon patron à Genève, il avait fini par faire sur mesure un index 360 parce qu'il en avait ras-le-bol d'avoir des retours, quoi. Puis on avait nos index, voilà, des fois on n'avait pas exactement, donc on allait entre deux dents. Donc il a fait un index 360, mais l'index 360, c'est petit, donc il fallait regarder la loupe pour bien vérifier qu'on soit bien dans le bon rang. Moi, c'est ce que j'avais fait avec le copain mécanicien, monter une espèce de... Je sais pas comment on peut appeler ça. Ça ne s'appelle pas, il n'y a même pas de nom. Et puis j'avais une molette, puis j'avais mis un écran, et puis avec une aiguille. Et puis quand je tournais ma molette, mon aiguille, et puis ça mesurait mon angle. Ben, ça marchait, c'était un petit peu archaïque, mais ça allait. Ça allait. Alors peut-être que maintenant ils ont des appareils plus adaptés, hein, je ne sais pas, je n'ai pas mesuré. En France, c'est toujours. Il y a rien. La même chose. Après, c'est le talent. Et après, il y a beaucoup du système D, hein, sur des trucs comme ça. Hein, Après, les Américains, ils ont des machines, donc là, c'est un écran et. Ah oui. 48,88 degrés, par exemple. Ah oui, oui. Ben, nous, après, on n'avait plus ces outils-là, hein, déjà.
Parce que ça date. Bon. Ouais. Même quand je travaillais, tous nos trucs là, c'était pas. Parce que ça, si vous voulez faire au centième avec un truc comme ça, moi je vous mets au défi. Hein. Non, tous les trucs, c'est d'un bloc sur l'établi. Il est tout en métal. La meule, elle n'a même pas de vibration parce qu'elle est sur le moteur, directement sur un axe. Elle tourne, des variateurs électroniques. Ça, c'est tout d'un bloc. Les mentions, c'est le même principe, mais c'est tout dur. Il n'y a pas de. Ouais, c'est plus en boîte. Voilà, ça ne bouge pas, il n'y a pas de vibration. Voilà, quand vous mesurez un centième, c'est un centième. Qu'avec ça, c'est pas possible. Si, ben, ils adaptent le Je matériel. voulais savoir, vous dites que c'est les fermiers qui faisaient ça en hiver. Qui est-ce qui leur procurait les établis? Ils devaient l'acheter, on leur louait, on leur donnait, vous savez? Il y en a qui les fabriquaient. Hein. Il y en a qui les fabriquaient. Oh, bah oui. Celui-là, c'est un ancien qui était sur la peste, là-bas, Ah ouais. village, qui l'avait fabriqué, mais qui est avant la guerre. Quoi. Comme chacun avait le sien à la maison, Oui. il fallait bien qu'ils se le procurent. Mais il s'est fabriqué. Hein. Tout s'était fait Tout s'est- artisanalement. Oh ben oui, de toute façon, tous les outils qui sont là, ils les fabriquaient eux-mêmes. Ah ouais. Les couleurs, même les trucs là, les trucs c'était en bois à l'époque. Hein. Oui, oui. C'était comme ça. Ah oui. Et puis moi j'y ai fait en laiton parce que j'avais un copain prof de mécanique à Reims. Ah oui. Oui. Et puis je lui ai dit un jour, je lui montre ça, je lui ai dit non, tu peux pas me faire un Une truc pièce comme ça en comme ça. laiton. Il y a fait faire à ses élèves. à ses élèves. Il m'a refait des trucs en laiton avec les trous comme ça. pareil. Oh, parce que ça, Ça s'use, faut pas que c'est pour ça que pour travailler maintenant au centième, il faut avoir du matériel un peu mieux. Là. Mais même là où je travaillais, l'autre jour, j'ai vu le patron, ils ont même les machines qui font la commande numérique. C'est pas pareil après. Hein. Là, c'est un autre métier, quoi. Ouais, c'est pas pareil. Hein. C'est un Après, autre C'est métier. plus à la... Il n'y a, Ben, plus le- il y a plus le feeling. Ah, ben oui, on la touche plus. Ah ouais. Après, parce qu'on en parle beaucoup, nous, des machines automatiques et tout, et c'est dommage, mais je pense que les pierres d'exception, jamais personne n'osera les donner à une machine automatique. Ça sera Ah bah oui. toujours à une personne qui... Oui, En tout cas, Oui, oui. j'espère que ça va rester comme ça. Oui, parce que comme nous, les petits, à l'époque, hein, moi je ne taillais pas, mais les petits cabochons qui vendent sur les remontoirs de montres, bon, ils faisaient ça à la machine. Hein. Oui, il y a un truc Ah oui, peut-être bien, oui. Ils faisaient ça à la machine, parce que on va pas, sinon, oui, le reste, je fais encore à la main. Il y a de moins en moins de lapidaires. Est-ce que la connaissance ne s'en va pas alors? Alors, ben, oui, ça a bien diminué. Puis maintenant, ça a l'air... Ça redémarre un peu. Ouais. Bon, ici, il y en a quand même plus guère. Il y en a une dizaine où je travaillais, 10, 12. Sur les Moussières et dans la route, hein, à peu près. Et puis quelques jeunes qui passent des CAP. Il doit y avoir une centaine en France, toute la France, peut-être une centaine de lapidaires. Oui. C'est pas beaucoup. Hein. Oh, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Non, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. En Suisse, moi j'ai fait mon apprentissage en Suisse, et après moi il y a un autre apprenti qui a fait son apprentissage, et après ils ont arrêté l'apprentissage. En Suisse, il n'y a plus de. Il n'y a plus. Il y a encore des lapidaires, il y a encore des gens qui sont formés sur le tas, mais il n'y a plus d'apprentissage. Donc les jeunes qui veulent faire ça, qui ont besoin de rester dans le système Il y a scolaire, personne. il y a personne. Ben, alors, nous, ça a été parce que moi, quand j'ai commencé, j'avais ma sœur, qui était bien plus jeune que moi, il y avait 2 autres jeunes, et à l'époque, ils avaient demandé une dérogation à l'État, parce qu'ils voulaient faire du lapidaire. Alors, c'était 14 ans à l'époque. Alors, ils ont fait un apprentissage. Ils ont eu leur CAP. Et après, c'est tombé. Ça n'a pas marché. Eux, ils ont eu leur CAP, ils ont fait du lapidaire. Hein. D'ailleurs, il y en a un
Grand Clément, il est meilleur rouillé de France. Il a continué à travailler, mais il n'y a pas eu de demande, c'est tombé à l'eau. Et puis récemment, j'ai su qu'il y en avait, alors je ne sais pas si c'est pas où je travaillais, il doit en avoir 3. Et je crois qu'il y en a autant aux Moussières. Ça aurait tendance à Il y a beaucoup de demandes. revenir. Il y a beaucoup de demandes de jeunes qui veulent faire lapidaire. On a fait des démonstrations au GEM Genève il y a quelques semaines. Et le nombre de jeunes qui sont. Ah ben il y en a, oui. Où est-ce qu'on peut demander des Ben, il y en a apprentissages, qui- des stages et tout. Il y en a qui viennent là, Ouais. qui me posent des questions pour savoir. Mais c'est vrai que pour eux, Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de. Maintenant, les patrons. Le problème des apprentis, pour les patrons, je pense, c'est qu'on vient, on apprend, et puis on est jeune, donc on part. Éventuellement, on va Oui. voir d'autres choses. Et ça, ils n'aiment pas. Eux, ils veulent embaucher Oui. quelqu'un qui forme et qui Qui reste. Ah ouais. Et du coup, ils veulent plus former, ils préfèrent former des gens qui vont déjà à la trentaine, qui apprennent sur le tas, qui restent chez oh, eux. mais ça c'est beau, c'est C'est dommage. C'est c'est problème partout de- pareil. Hein. Ouais. Mais du coup, ça fait qu'il n'y a plus de gens qui sont formés correctement et c'est un métier qui se perd parce que le jour où ils veulent embaucher un lapidaire qui est déjà formé, bah, Oui, mais enfin, après, si ils ont formé un lapidaire qui est bon lapidaire, s'ils veulent le garder, il faut le payer aussi. Ah ouais, mais ça. Et parce que si le jeune il va voir ailleurs, C'est C'est souvent c'est qu'il y a quelque pour chose gagner qui va plus, pas. hein. C'est Oui. perdu. parce que j'ai. Après, il y a les. Enfin, parce que moi, j'étais dans ce cas-là, je suis partie, je travaillais en Suisse, je vivais encore chez mes parents en France, j'étais très très bien payée, j'étais payée 3 fois Oui, plus oui. que ma maman, par exemple. Et je suis partie, pas à cause du salaire, je suis partie aller travailler en Thaïlande où j'étais moitié moins payée, parce que j'avais envie d'autres expériences et parce que je voyais aussi qu'à Genève, c'était un métier tellement rare que si un jour mon patron fermait, qu'est-ce que je deviens? Et du coup, il fallait un peu que j'aille voir ce qu'il y avait autour pour me donner une chance. Oui, de future, quoi, ouais. pouvoir continuer dans Ouais. ces branches. Quoi. Oui, après, celui qui. Enfin, c'est toujours pareil. Il y a celui qui est passionné pour faire ça. Oui. Il n'y a pas de souci. Mm. Il va trouver à droite, à gauche, il va trouver. Après, le jeune qui fait ça pour. Bon, il y en a un qu'on a embauché, il faisait ça, qu'on gagne la rue, puis c'est tout. Hein. Pas chercher plus loin. Mais ça, c'est pas le genre de métier qu'on peut faire comme ça. Il faut le faire parce qu'on est passionné. Dans le Bah, après, si, on peut être lapidaire en entreprise. Hein. Moi, j'en ai qu'on fait. Ils ont fait du lapidaire. C'est normal, quoi. Ils sont arrivés à la retraite. Ah oui, mais c'est pas pareil. tout le monde ne peut pas être très très bon non plus. Ah ben oui. Puis il y a des gens qui aiment faire tout le temps la même chose, pas trop réfléchir, pas trop. Mais après, faut, oui, hein, mais après, pour être bon, il faut vouloir. Hein. Il faut travailler. Faut le travailler. Moi, pour faire mon concours, j'ai fait 1 an dessus. J'ai fait 800 heures de boulot. J'ai fait 1 année. Je faisais 15 à 20 heures par week-end. Alors, samedi, dimanche, j'avais pas Vous saviez beaucoup- ce que vous faisiez. Comment? Vous étiez pris, donc vous savez ce qu'il fallait faire. Ah ben, de toute façon, voilà, il n'y a pas de Oui, il miracle. n'y a pas de secret, c'est comme ça. Alors, Le tonneau, vous l'avez fait en une fois ou vous l'avez refait c'est vous qui avez fait le tonneau avec les pierres sur le côté, c'est ça? oui. Vous l'avez fait en une fois ou c'est quelque chose que vous avez fait plusieurs fois pour. Vous avez dû vous dire prendre à plusieurs fois? Ah non, d'une fois. En une fois. Non, non. Voilà la première fois que j'ai fait ça. J'ai fait une ébauche, puis je voulais voir un peu ce que je voulais faire comme facette dessus. C'est tout. Parce que, le problème, c'est que le tonneau, j'ai dû mettre 200 heures. Hein, je ne sais plus, ça doit être marqué. Vous ne pouvez pas le recommencer 50 fois. Hein, parce que. J'ai vu qu'il y avait aussi Alors, une pierre avec plein de minuscules petits éclats de pierres de différentes couleurs. Sur la bague, Oui, oui, c'est mon frère, ça. c'est incroyable, tellement c'est petit, tellement Oui, c'est oui. petit. Ben, il a percé, il a fait Et ces la petits bague, il bouts l'a fait en- dans la masse, il a tout Et ces creusé. petits bouts ont aussi des facettes? Ah ben, Je sais non, pas, c'est on des peut- petits cabochons. Ah d'accord. Moi, il voulait faire ça sur l'Elex, dans la vallée de derrière. C'était un de mes tout premiers patrons quand je travaillais sur les Moussières. Et il l'a monté à l'Elex, il a monté un atelier.
Et puis, il est venu nous voir avec mon collègue parce qu'il voulait mettre des lapidaires et puis faire des stages. Pour celui qui voulait apprendre, il payait une semaine de... Ah oui, c'est bien ça. Et puis, mais nous, on ne s'est pas embringué là-dedans parce que après, ça en fait presque un métier, quoi. Ah oui, c'est là, lui, quand il faisait ça, parce qu'à Bangkok, il n'était pas le patron, hein, il était juste le prof. Ils ont ouvert une école spécialisée dans la lapidaire. Après, le Covid a fait que ça a tout cassé, mais faire ça non-stop, c'était... C'est des classes de 2 semaines, donc ils se répètent, ils se répètent, ils se répètent. Parce qu'il voulait qu'on y aille. On avait été voir l'atelier et tout, et puis on ne voulait pas repartir, on était à la retraite, pas repartir dans le métier. Ah ben c'était quasiment, on était rémunérés, hein, ça, il n'y a pas de souci, mais... alors il avait ramené un jeune de Paris, qui a fait ça pendant, puis le gars, c'était pas mauvais lapidaire, vraiment pas être méchant. Mais, et puis après, c'est un gars tout seul, il s'est mis un peu à décoller, quoi. Et puis il a pu, alors, et puis c'est tombé. Et le gars, il revient, parce qu'il y a une fois, il est repassé ici, il est venu me dire bonjour, il m'a dit, j'aime beaucoup. moi j'aime mieux ça, parce que je fais ça. C'est bénévole, tranquille. Et puis c'est moi qui fais mes dates. Hein. Je veux pas. On va pas se remettre au boulot. J'ai donné, c'est bon. Hein. Faut arrêter. Non, puis je suis trop vieux pour ça. Mais c'est quand même bien que vous venez de temps en temps pour donner la fibre. Oui, mais c'est vrai. Les enfants, mais ça les intéresse. Ça les intéresse, enfants, parce que, les plus petits, à vrai au dire, moment des congés scolaires, là, ça les intéresse. Il y a des jeunes qui viennent. Mais... Moi, c'est vrai, c'est comme ça que j'ai voulu devenir lapidaire, c'est parce que l'ancien musée, il y avait quelqu'un qui avait fait une démo et je suis tombée. J'avais 12 ans. Je suis tombée oui, mais après, il y en a. Oui, voilà, il y en a que ça. Oui, quand on a dit on va visiter le musée du lapidaire, je me dis qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est passionnant. Je suis bien content d'être venu parce que au début je me suis dit. Non, mais il y a du monde hein, qui passe, c'est incroyable. Ah ouais. Là, il y a personne. Mais j'ai des après-midi au mois d'août, on a passé 150 personnes. Oh là là. C'est le trop. Ça fait un peu beaucoup. Ah ben oui, moi je sais plus, après je sais plus où j'en suis. On a fait des démos au GEM Genève et une fois j'ai fait une démo à Hong Kong avec là où je travaillais avant. Et ouais, les gens, même dans là où les gens sont déjà entourés plein de pierres, la taille c'est quelque chose. Oui. Mais on y a eu fait parce qu'il y a des fois on fait des comme des trucs des métiers d'art, des trucs comme ça, dans certaines villes qui font. Et puis alors j'avais encore ce banc-là, alors il était chez moi, puis je peux le démonter en 2 morceaux. Et puis je l'emmenais, puis avec mon collègue, là, Christian, on faisait de la démonstration, mais pareil. Pendant 2 jours le week-end, c'était bourré de monde, hein. Il y avait du monde partout. Mais ça, c'est un seul. Celui-là, là, ouais. Tout ça. Là, Voilà, les 2 places là, oui. Oui, parce que dans le temps, souvent, à l'époque, le mari taillait, la femme polissait. Oui, on a dans les fait fermes. un film. Voilà, dans les fermes, c'était comme ça. Oui. Il se donnait les trucs. Et même moi, quand j'ai commencé... Oui, mais selon qu'on est gaucher ou droitier. J'ai commencé en 65. À l'atelier où j'étais, les hommes taillaient et les femmes polissaient. En général. Mais c'était toujours le même qui taillait, puis le même qui polissait. Oui. Ça a été la galère. Et je m'occupais de l'atelier, alors ça a été parce que ça rouspétait sans arrêt. Parce que le polisseur, il rouspétait après le tailleur parce que c'était mal taillé. Hein, parce que suffit que ça soit pas trop bien taillé, le polisseur on met plus de temps pour équilibrer les facettes, tout.
Et puis Et le tailleur était oui, ben parce que le policier il savait pas Il ne travailler. sait pas faire son boulot. Alors, quand je suis arrivé dans l'atelier, j'ai fait la police. J'ai dit bon, on va tout changer. Chacun a appris de A à Z. Tailler et polir. Comme ça, il pouvait tailler, il polissait, pas de souci. En Thaïlande, ils font encore beaucoup séparer. Séparer, C'est aussi ouais. parce qu'ils veulent pas que quelqu'un sache tout faire et puisse facilement partir ailleurs. Oui, ben, Ah, oui. ah, Ouais, ouais. Mais ici, les ateliers avant, c'était comme ça. Hein. Il y en a qui collaient des pierres. Moi, j'ai connu une dame qui collait des pierres. Je crois qu'elle a collé des pierres toute sa vie. À la retraite, elle est partie, elle collait des pierres. Ça va pas. Ça va pas. C'est pour ça que moi, j'avais tout changé. Alors, on avait chacun... bon, après, suivant le travail, on s'adaptait, mais chacun avait 2 places. Une place à polir, une place à tailler. Oui. Comme ça, savait. Et puis on sait mieux, on travaille mieux parce que quand on polit les pierres qu'on a taillées, Quand on taille et qu'on d'ici sait qu'on il y va a un polir. coin, ça va pas, on dit tiens, c'est parce que. Ben oui, On n'est plus. Puis c'est pareil, par exemple, moi sur des pièces qu'on veut faire, comme les pièces que je fais comme ça, je peux pas tailler puis les faire polir un autre. C'est pas possible. Ouais. Mais non, parce que je sais pas. Il y a des fois, quand pour les dimensions, quand on fait un feuilletis ou un biseau, on appelle ça un biseau, le feuilletis, il y a des fois, si vous le faites conique, puis quand vous taillez votre culasse, vous rentrez un petit peu plus dans le feuilletis ou un petit peu moins, vos centièmes de millimètre, ben Ça y est. Hein. Mais si vous êtes au courant, vous savez. voilà, celui qui a fait, il sait, il dit oula, il faut que j'aille doucement parce que Oui. mon biseau était un petit peu trop. Ou il y a des fois, on est obligé de les faire un peu trop pour rattraper des fois un petit défaut. Sur Un les petit... pierres suisses, c'est ce que je faisais des fois. Et je savais qu'après, au moment où. Ouais, on le sait quoi. Oui, voilà, on le sait, on le sait. C'est pour ça qu'après, moi j'arrivais à ébaucher nos pierres bien droites. Hein, quand on fait un carré ou un trapèze, qu'il soit bien droit. Les côtés, comme ça, que vous descendez votre pierre plus ou moins, vous avez toujours la même cote. Mais il y a des fois, on peut pas. Non, après, c'est des petits trucs, hein. C'est à force. Hein. Tu verrais dans 20 ans. C'est à force, hein, avec les années. Hein. J'ai appris en atelier et j'ai travaillé en atelier. Maintenant, je suis à mon compte et du coup, tant qu'on est en atelier, et surtout que j'étais la plus jeune et tout, donc je demandais souvent des conseils. Et une fois qu'on est seul, et ben, faut se débrouiller tout seul. Et on apprend vachement à être seul aussi, en fait. Ah ben là, il faut... Ouais, là, c'est le... Et maintenant qu'on donne des classes, on doit régler le problème des autres. Et ça aussi, on apprend pas mal. Ah oui. Ouais. Là, ça fait marcher le... Oui. Là, c'est l'imagination des fois qui fait marcher. Il paraît aussi qu'on apprend le plus de ses erreurs. Ah ben c'est sûr. Là, un truc que j'avais jamais fait, la broche. La broche que vous avez là, c'est... Do they make it especially for doing this, or they Vous get les it from faisiez something else? spécialement pour ça ou c'est quelque chose Regardez. J'ai fait des lunettes. Oui, c'est parce que je... Vous voyez, parce que... Allez, on fait plein de ces petites stries là. Mais du coup, c'est une lame spécialement faite pour ça ou ça vient d'un autre objet Non, ça c'est des lames qui sont faites... on trouve ça chez un mécanicien, je sais pas chez qui d'ailleurs. Found that at the mechanic. And when they actually are doing it, does that have a name? Is there Et quand vous rayez la meule, c'est un nom spécial, le processus de rayer la meule. On hache notre meule. Hacher.
hacher notre meule. Like hashing. Et comme ça. Je vais vous montrer parce que comme elle est déjà faite, mais on fait comme ça, puis on fait mettre des casques. Et là, ça fait plein de petites hachures partout. On fait partout. Mais quand on fait ça, on a tout nettoyé, enlevé notre diamant. Hein. On fait notre hachure et on recommence. Puis on fait l'hachure tout le long, hein, puisque là on peut faire comme ça. Alors après, on peut la faire plus ou moins pencher, suivant ce que. Voilà. Et là, on fait l'hachure partout. D'accord. Après, on saupoudre notre. Voilà. C'est vrai que vous n'avez pas. Oui, il y en a une autre là. C'est tout le. Voilà. C'est simple là, mais. Moi, j'utilise un cutter tout simplement et je taille quand la meule est. Je me demande si dans le temps, ils n'avaient pas comme des couteaux. I was wondering if back then they didn't use just simple knife. Parce que ça fait pareil, hein, vous tenez aux manches et puis vous laissez rebondir, ça fait Oh, pareil. in the machine that we have in one of the drawers, there was a small knife blade. Ok. Maybe. Ça peut. Ouais, c'est possible. Voilà, c'est le. Là, on est. Moi, j'ai toujours fait avec ça. Je pas. Et pourquoi vous faites ça? Pourquoi il faut hacher la meule? C'est pour faire une hachure. On fait une hachure, c'est-à-dire on strie notre meule, puis après on étend de la poudre de diamant mélangée de l'huile. Ça fait comme une pâte. Et puis c'est étendu dans la hachure, c'est ça sert à retenir la poudre de diamant sur la meule. Et c'est ce qui sert à polir. Ça fait un abrasif. Non, mais ça fait un abrasif, puis voilà. Et quand c'est usé, ben on recommence. On fait, voilà. Que sur le moulin là, les grains de diamant, ils sont incrustés dans la meule de cuivre. Donc il n'y a pas besoin de. Il n'y a pas besoin d'acheter, que là c'est de la poudre, alors du coup. I hope you enjoyed this uncut view of a master cutter of France. Please consider supporting my channel and my efforts on Patreon. A small donation each month keeps this channel active and free and also gives you access to our bi-monthly podcast. Thanks for watching and thanks to all my Patreon supporters. See you next time right here on the Gem Cutters Craft.